Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend. Et là, boum, dance floor. On a retravaillé, on a remixé. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas vous faire toute l'instrumentation. Je ne peux pas faire le beatbox. Mais ça swing. Ça swing, ouais, c'est vrai. J'ai invité Elliot pour le déjeuner. C'est qui? Bah, Elliot. Ah, Elliot. Quelle belle idée, ma chérie. Réginald, il faut que tu lui parles avant qu'il ne soit trop tard. L'Heureuse élue ne vous convient pas, Blandine? J'ai commencé par de la réalisation d'animation. J'avais fait un court-métrage aussi à l'époque. Après, j'ai fait pas mal de théâtre, formation de théâtre et théâtre. La mise en scène après aussi, je l'ai apprise par le théâtre aussi, la mise en scène. Et après, je suis revenu un petit peu à mes premières amours de faire des films. Donc, il y a eu ce projet de court-métrage en 2019 qui s'appelle Le mari au collège, qu'Hubert de Torcy a vu. C'était un petit peu notre sujet de discussion quand on s'est rencontrés. Je n'avais pas du tout dans l'idée de lui demander quoi que ce soit. Et c'est lui qui m'a fait lire ce projet de scénario qu'il avait. Et c'est comme ça que l'aventure est née. Ils ont 13 ans d'écart, elle épouse son père. Regarde la tête qu'il a. On a eu beaucoup de chance parce que Thomas Hervouet était partie prenante, c'est-à-dire qu'il a fait complètement confiance à Hubert de Torcy et à Sage pour adapter son livre. L'enjeu de l'adaptation, c'est vrai que c'était aussi une adaptation, mon précédent court-métrage, c'est toujours d'arriver à garder l'esprit du roman, sa couleur, sa verve, sa drôlerie, mais en sachant que c'est deux disciplines totalement différentes, quoi. Un film qu'on voit, et puis un scénario, surtout on a tendance, peut-être parce qu'on a une tradition littéraire en France, à considérer le scénario comme un objet littéraire en soi, alors qu'entre guillemets, ça ne pourra jamais être la même chose. Voilà, c'est un outil transitoire. Il va servir à faire le film. Donc en fait, le scénario, après, il n'existe plus que pour ceux qui voudront bien le lire après coup. Donc c'est toujours ça qui est difficile, c'est de se dire, c'est une étape, le scénario. Mais avec Hubert, là-dessus, il n'y a pas eu de vague à l'âme, comme parfois il peut y avoir en se disant « Ah, c'est différent du livre, ça, j'ai pas envie d'y renoncer ». Hubert, là-dessus, était très détaché, il savait qu'il voulait en faire un film. C'est lui qui a eu cette intuition-là. Et moi, après, j'ai pu y injecter aussi des envies de cinéma que j'avais, des envies de comédie aussi, pour adapter tout ça, ouais. Votre cher Athénaïs n'a pas choisi le plus moche, quand même. Ah bah, bof quoi, il est pas vilain. Tu la veux comment? Bien cuite. Oui, j'ai trouvé un moment pour aller lui parler. Ah, je compte sur toi. Hein. Dans la cocasserie de certaines situations et des personnages, avec des problèmes concrets, on se retrouve aussi en filigrane à évoquer un petit peu le rapport que les uns et les autres on peut avoir avec la foi. Mais comme je dis souvent, ce n'est pas un guide du routard de comment être un bon catholique, un bon chrétien. Mais ce que moi j'appréciais, c'est cette double lecture. C'est-à-dire dans des situations ordinaires, c'est de faire transparaître aussi les questions qu'on peut se poser sur quels sont les meilleurs choix qu'on peut faire dans son existence. Est-ce qu'on est prêt à transgresser un petit peu avec certaines règles pour obtenir quelque chose? C'est le rapport au mensonge aussi un petit peu et à la vérité qui s'impose d'une manière ou d'une autre. Dites Arthur, j'ai vu que vous vous intéressiez à ma fille. Non, ne dites pas non. Je l'ai vu dans vos yeux. Seulement, il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'Athénaïs n'épousera jamais un catholique non pratiquant. Ouais. C'est comme ça. Mais la foi, ça se décrète pas. Non. Tout le monde va être confronté à un moment ou à un autre avec sa mauvaise foi, ses mensonges et sa vérité. Le film, alors en plus je pense très sincèrement que dans son propos et son traitement, il n'y a pas matière à se dire « Oula, quand même là-dessus vous avez été un peu loin ». Ça se veut très bienveillant. En fait c'est une toile de fond qui peut inviter à réfléchir et à se poser des questions. Je ne pense pas que ça délivre un message ou que ce soit un film didactique. Pascal parle toujours de guide du routard, de petit manuel, du parfait chrétien. C'est intéressant parce que le film questionne ça. Quand on parle dans l'histoire du testament d'aller dire il faudrait que l'héritier soit un bon catholique, justement, là on vient questionner cet aspect-là. Ça veut dire quoi être un bon catholique? Et je pense que le personnage de Réginald la prend un peu à ses dépens. Lui, dans sa tête, il se fait l'idée de c'est quoi un bon catholique? Comment est-ce qu'on devient un bon catholique? Et il se prend un petit peu le retour de flamme de ce qu'il imagine. La vérité s'impose au bout d'un moment parce que on s'aperçoit que le mensonge de chacun, la mauvaise foi de chacun peut les emmener dans des situations redoutables en fait, qui peuvent à long terme avoir des effets assez destructeurs en réalité. Vous savez, c'est très simple. Il suffirait d'aller à l'église une fois de temps en temps, vous voyez, et faire une petite prière. Et la foi viendra.
Si vous acceptez de la recevoir, évidemment. C'est une toile de fond. Nous, on tenait à l'authenticité de Parelmonial pour que nos situations de comédie puissent s'y inscrire tout en fluidité. Et c'est vrai que les gens sont assez, comment dire, parfois ils sont reconnaissants, ils nous disent que ça leur a parlé, ils nous disent merci de traiter ce sujet de la foi. On a très peu de remontées de personnes qui pourraient être gênées ou qui se diraient quand même la foi aujourd'hui, la comédie. Ils sont contents en fait qu'on traite ce sujet, puis avec légèreté. Voilà, c'est un sujet qui peut être léger aussi, qui est universel, qui parle à tout le monde. Vous êtes sûr que vous êtes croyant? Bravo pour cette belle humilité, Réginald. C'est touchant de voir un pratiquant non-croyant qui assume. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que pour être dans le concret, c'est une façon de dire que tout le monde rêve d'un château, mais on a envie de dire que c'est pas si simple que ça, la vie de château. Un château, il faut savoir l'entretenir. Et c'est vrai ce que dit Pascal sur la foi pendant le tournage. En fait, toute l'équipe, il y en a certains qui sont pratiquants, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et en fait, d'être tous plongés dans cette ambiance-là, dans cet univers-là, ce lieu où on a tourné à Parelmonial, où il y a des pèlerinages de la foi, en fait, dans cet endroit. C'est chargé, en fait. Et c'était chargé avec vraiment bienveillance. Et donc, ça nous a porté. Alors, c'est pas, pour moi en tout cas, je ne l'ai pas vu comme un film vraiment, comme disait Pascal, c'est pas prosélyte, on n'est pas sur quelque chose comme ça. C'est où on se situe par rapport à cette foi aussi en 2025. Il fallait qu'elle ne trouve un Golden Boy anticlérical qui bouffe de la charcuterie le vendredi, ça. On a une annonce à vous faire. Le personnage de Reginald, pour parler de lui, à un moment donné, prend le risque justement de transgresser un petit peu avec d'abord les règles qui sont les siennes et celles de sa famille. Et voilà, il va être confronté à une situation qui va, pour la première fois, l'amener à prendre un chemin, comme il est dit dans le film, qui n'est pas forcément le meilleur. Mais s'il ne l'avait pas pris, il y a des tas de choses qui ne se seraient pas produites dans son existence et celles des personnages du film. Et la mauvaise foi, oui, bon, écoutez, on est là entre nous, on peut se le dire, ça arrive. Il ne faut pas non plus, voilà, il faut que ça reste gentil. Il faut que l'intention soit bonne dans la mauvaise foi. Oui, parce que s'il n'y en a plus, ça peut malheureusement être dramatique, ça peut aussi conduire... La mauvaise foi peut être très drôle. Aussi, bien sûr, c'est vrai. Quand elle est assumée. Écoutez, mon cher Elliot, ça a été un vrai plaisir de pouvoir faire plus ample connaissance avec vous. Et merci, chérie, de nous l'avoir amené à Blanfray. Ah, moi, je suis ravi de découvrir le château, en tout cas. C'est le personnage un petit peu complètement différent des autres par rapport à la foi. Lui, il va représenter effectivement ce monde capitaliste, ce monde d'influenceurs, ce monde tourné vers l'ego, donc où il en explore tous les travers. Et donc, c'est toujours intéressant de jouer un personnage qui est un ovni dans tout cet univers-là. Le personnage de Reginald, en fait, lui, il est au milieu de tout ça. Il aurait pu être Golden Boy, enfin Golden Boy dans le sens où l'intérêt prime l'intérêt matériel, par exemple, pour son château et tout, etc. Et ce qui va être emmerdant, c'est qu'il va devoir s'interroger sur la foi, justement, Reginald. Parce qu'en fait, d'un côté, il y a ceux qui ne le sont pas radicalement, il y a ceux qui le sont de manière voilà, prégnante et engagée, et puis lui, il est un peu au milieu de tout ça. Et quand il prend la décision voilà, d'essayer de mener sa barque au mieux, il va être confronté à ça. D'ailleurs, à propos, Athé m'a parlé d'une jolie orangerie que vous aviez là pour les réceptions. Oups. Papa, maman, avec Elliot, on a une annonce à vous faire. On va se fiancer. C'est une belle nouvelle. Même si je ne partage pas du tout les opinions de mon personnage, je trouve qu'il faut toujours défendre son perso. Et forcément, Elliot a aussi ses failles dans toutes ces histoires-là. Et de les explorer, en tout cas, c'était vraiment très cool. Et puis, c'est amusant. C'est amusant, quelque part, de jouer effectivement des personnages un peu cinglants, un peu sur la défensive, quoi. Il est effectivement ultra centré sur lui, carriériste. Le fait alors, il est probablement réellement amoureux d'Athénaïs, du personnage d'Athénaïs, mais c'est aussi un moyen de s'élever socialement, toute cette histoire pour lui. Donc il y a un côté opportuniste, tout de même.
Faut l'admettre. Donc je suis pas sûr, non, que ça pourrait être un ami à moi. Il me ferait marrer. Félicitations. Merci. Mais attendez, vous allez vous fiancer, évidemment, tous les deux ensemble. Mais oui. On va se marier ici, à Blanpré, en septembre. Si papa et maman d'amour, vous êtes d'accord? Un mariage. Déjà. Déjà. Gerhard von Meyer, qui joue mon épouse et qui a été une rencontre formidable pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, on la cite souvent parce qu'elle est un personnage dans la vie qui est tellement... voilà. Nous avons Jean-Baptiste Lafarge. Jean-Baptiste Lafarge, pardon, qui est pareil, qui est un visage nouveau dans le cinéma, mais voilà, qui dégage, qui a amené aussi des très jolies choses dans ce film. Et Romane, notre jeune... on peut dire, jeune première, même si elle a fait des choses, enfin tout ça. Et, pardon, spéciale dédicace, Philippe Duquesne, qui est mon petit pote depuis plus de 20 ans et que j'adore évidemment, que ceux qui ne le connaissaient pas ont rencontré, sont tombés sous son charme. Et on a eu aussi beaucoup de chance de l'avoir avec nous parce que voilà, c'est ce qu'on appelle dans l'immobilier une plus-value. Quel est le prêtre qui vous prépare? Le prêtre? Oui. Quel prêtre? Non, mais je me prépare tout seul, moi. Moi, je suis le premier à être un peu Elliot, à être un peu Reginald aussi. Donc, c'est en ça que les personnages, moi, m'intéressaient. C'est qu'ils ont un côté, j'espère, dans lequel les gens peuvent se reconnaître. Donc, oui, je pourrais avoir des amis comme ça, mais je pense que je serais un peu taquin. Et eux seraient taquins aussi avec moi, ils auraient raison. Tu as devant toi le César de la stratégie. Arthur Chambourcy. C'est à lui que je souhaite transmettre ma fortune. François David était aussi assez sensible justement à la manière dont on dessine un personnage sans tomber dans la caricature, mais en même temps pour que très très vite le spectateur puisse savoir dans un premier temps à qui il a affaire. C'était hyper important. Par exemple, moi pour les costumes, c'était un travail que j'ai fait avec la costumière et Albéric, le réalisateur. La pipe, c'est l'idée que j'ai eue aussi parce que, vous savez, aujourd'hui, ceux qui sont un peu stressés et tendus, pour beaucoup d'entre eux, ils fument la cigarette. Et moi, je me disais que ce type ne pouvait pas fumer de cigarette, et par contre, il pouvait téter sa pipe pour faire croire que tout allait bien et trahir une forme de nervosité. Aujourd'hui, on ne peut plus forcément rouler avec les voitures qu'on veut où on veut, et quelqu'un qui garde sa vieille bagnole entre guillemets un peu polluante, ça dit quelque chose du personnage. Et c'est vrai que le personnage d'Original, on parlait de sa pipe, c'est un côté un peu tati, assez burlesque. Il fume sa pipe, il est au téléphone dans une station-service. Donc je pense qu'on ne peut pas plus, pas de son époque que lui. Et notamment, pour parler de caractérisation, c'est vrai que quand le personnage, quand on a su que ce serait Pascal Demolon qui interpréterait le personnage de Réginal, tout de suite j'ai eu des images en fait de comment est-ce qu'il devrait être. Alors, son habillement, Pascal a eu des idées aussi assez vite, très précises, le côté notaire, une certaine rectitude de cette fonction-là. Mais moi je me disais, il faut qu'il ait cette vieille bagnole, ce break un peu absurde, qui fait du raffut, il faut qu'il fume sa pipe, il y a toutes ces images-là qui sont arrivées. Ça fait une semaine qu'on se connaît et on part ensemble en vacances. En pèlerinage, on part en vacances. Alors, les deux garçons à droite et la famille à gauche. Pour Elliot, son accessoire, si celui de Réginald serait la pipe, lui, ce serait plutôt sa Tesla rouge. En fait, c'était assez amusant ce choix de voiture, parce que la Tesla, finalement, on en voit tout le temps, hein, les Tesla. Mais rouge, en fait, moi, personnellement, j'en ai pas vu beaucoup. Et donc, ça en dit long sur le personnage. Et on va en voir de moins en moins, pardon. On verra de Je ne veux moins pas en rentrer moins. dans la polémique, mais voilà. Mais tout de suite, effectivement, l'habit fait le moine, en fait. L'habit fait le moine. Quand on arrive en Tesla et qu'on sort et qu'on met des lunettes de soleil, Ça impose tout de suite. tout de suite, même en tant que comédien, en fait, on campe quelque chose, on assume quelque chose qui va ensuite dessiner, finalement, ce vers quoi vous allez aller, quoi. Pour le personnage de François David, le personnage d'Elliot, on savait que cette Tesla rouge, ce serait quelque chose tout de suite de très visuel. Il a cette sortie de voiture très James Bond, où après il nous déroule tout son speech de start-upper, un peu insupportable. Voilà, ça c'est des images qui sont arrivées aussi assez vite. J'allais dire, pareil, on n'a pas prévu le coup de la Tesla. On pourrait dire que l'actualité aujourd'hui, on aurait pu le faire exprès, voilà, mais non, c'était pas... On l'a deviné. Tu peux me dire comment on sort de ton application d'arrosage en chinois? J'ai souvent inclus leurs propositions. Moi, je tenais à travailler un petit peu en amont. On n'a pas pu assez le faire. Je sais qu'il y en a qui répètent beaucoup avant de pouvoir tourner. On n'avait pas ce luxe-là. Mais de pouvoir déjà faire une passe sur l'histoire, sur le scénario avec eux, qui se mettent en bouche leur dialogue, qui me proposent d'autres choses aussi, des nuances, etc. Donc, il y a eu ce travail-là préparatoire. Et après, sur le plateau, alors voilà, on avait peu de temps de réflexion. Il fallait quand même enquiller, avancer vite.
Mais on était quand même, et moi le premier, ouvert à leurs propositions, à leur créativité. Et ils ont eu beaucoup sur le tournage. Je pense à Pascal, mais Erad aussi a fait énormément de propositions pour son personnage de Blandine. François David, voilà, ils étaient tous très investis. C'est l'intelligence d'Albéric, c'est-à-dire qu'il y a un scénario, il y a des dialogues, mais cette scène du repas, à la lecture, on se rendait compte qu'il manquait vraiment de la matière pour lui donner l'intensité qu'il fallait. Là-dessus, je propose à Albéric, voilà, tant par les dialogues, tant pour créer vraiment l'enjeu nécessaire pour que cette séquence puisse avoir le poids qu'elle devait avoir pour basculer dans la deuxième partie du film. Et donc là, oui, c'est-à-dire que à l'ancienne, on prend le stylo, on en parle avec le réalisateur, voilà, il adhère, et puis bon, ça prend du corps, voilà, plus que ça n'était sur le papier. Après, dans l'interprétation, dans le jeu, il se passe des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément en réaction de la part des uns et des autres, et tout ça vient nourrir, justement, amène ce moment important du film au niveau où, voilà, qui était nécessaire. Je peux t'aider? Tu trouves pas qu'il irait bien avec Athénaïs? Ta stratégie, c'est sacrifier notre fille pour sauver ton château? Notre château. Si effectivement on est en écoute et qu'on comprend les enjeux des personnages de la séquence, effectivement l'improvisation ne sera pas une volonté absolue. C'est un ressenti, comme disait Pascal, et c'est un instant, tac, il se passe quelque chose, et il y a des échanges qui se créent, qui n'étaient pas écrits, mais qui vont nourrir. On se détend là. Nous sommes détendus, ma chérie. C'est plutôt un cadeau de tourner avec des comédiens qui ont cette bouteille-là, parce que justement, ils vont plutôt... on refuse jamais une impro. On refuse jamais un accident, ce genre de choses-là. On sait qu'à terme, ce sont des choses qui nourrissent une scène. Paray Le Monial a impulsé aussi un certain état d'esprit sur le tournage. Donc voilà, c'était une construction permanente, mais toujours dans un cadre très, très serré. On n'a pas le temps de tergiverser. Donc moi, c'était 3-4 prises à tout péter. Il fallait que là-dedans, on ait ce qu'on voulait. Moi, après, sur le rythme de la comédie, c'est vrai que je l'avais beaucoup lu en amont, je l'ai expérimenté. C'est une affaire de rythme, la comédie, c'est une affaire de musique, une affaire d'écoute. Là où d'autres, peut-être, univers de cinéma peuvent permettre une certaine dramaturgie, des temps, et puis que les acteurs proposent des choses un peu chacun de leur côté, parfois, hein, pas tout le temps. La comédie, c'est si ça ne se répond pas, si ça ne s'écoute pas, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc ça demande aux acteurs une espèce de concentration et une écoute pour que la créativité se fasse tout le temps et que le jeu fonctionne. Hey! On a de la chance parce qu'en France, on a quand même des très grands noms, très inspirants. Moi, j'avoue, j'ai grandi dans les années 80, donc j'ai beaucoup vu les Francis Weber, les Philippe de Broca aussi. Lui, c'est un état d'esprit et une humeur qui m'a toujours beaucoup parlé. Je suis très fan de son cinéma. Et après, voilà, on a beaucoup de choses très, très riches aussi en comédie, après les années 2000. Du côté des États-Unis, ils ont des choses très, très amusantes, donc j'ai eu beaucoup ça en tête. Mais c'est vrai que dans la construction de scénario, c'est vrai que les Weber sont souvent très, très bien construits. Et dans le ton, oui, voilà. Pour parler en tout cas de cinéastes de chez nous, Philippe de Broca, c'est quelque chose qui me revenait un petit peu en tête aussi. J'ai tout réglé jusqu'au moindre détail. Mais papa, t'as pété un câble ou quoi? Je te présente Arthur Chambourcy. Je sais que Hubert, dans ses goûts, lui, il aime beaucoup Philippe Lachaud, il aime beaucoup les choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup aussi Philippe Lachaud, ça me fait beaucoup rire. Donc, il avait un peu ça en tête. Moi, parfois, je disais, Hubert, tu sais, là, c'est ce que tu proposes là, c'est trop burlesque. Enfin, je ne sais pas si ça va passer là. Donc, après, voilà, on soupèse les choses, on fait le tri parfois au montage. Mais c'est vrai que oui, je le sentais très partant. Il a l'œil rieur et très enfantin, Hubert, donc il était toujours preneur de ce genre de choses. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté aussi dans l'histoire et même au tournage, qu'on ne perde pas l'aspect comédie burlesque parfois du film. Je pense notamment aux séquences qu'on a avec Philippe Duquesne. C'est vrai que c'est des choses que moi, instinctivement, je sentais dans le film, qui auraient pu, parce que structurellement dans l'histoire, elles ne sont pas indispensables. Quand on voit le personnage d'Edmond qui grimpe au-dessus du mur du château, qui se casse la figure, qui fuit sous les hordes de pigeons, tout ça, c'est des choses où on pourrait dire, bon, s'il n'y a pas ça dans l'histoire, peut-être que c'est pas grave. Et voilà. Et moi, j'étais là, je disais, non, je sais qu'il faut ça, il faut le garder, et voilà, et c'est au montage. Donc voilà, je ne regrette pas qu'on ait travaillé ensemble à cet aspect-là, mais c'est vrai que oui, Hubert avait cette envie-là d'une comédie grand public qui puisse s'adresser un peu à toutes les générations, et j'espère voilà, que le film remplisse cet objectif. Qu'est-ce
Est-ce que tu précipiterais pas un peu trop tes fiançailles? T'es quand même pas en train de me refourguer ton peintre, là. La prochaine fois que je te vois tourner autour de ma copine, je te fais bouffer tous les cierges de Paray-le-Monial. J'essaie pas de me mettre de l'enjeu, en fait, dans ce que je fais. C'est pas de la langue de bois, vraiment, j'essaie de faire de travailler de la même manière. Et puis, quelque part, je pense qu'on travaille de la même manière quand on a un rôle, que ce soit effectivement en télé, au théâtre ou au cinéma. Par contre, oui, effectivement, l'expérience, est-ce qu'elle est différente? Moi, je vais vous dire qu'on a plus le temps, bizarrement. Parce qu'en télé, c'est vrai qu'en fait, on tourne énormément. On a des journées à 10, 12, 15 minutes utiles de tournage. Ou au cinéma, c'est plus 3, 4. C'est une différence qui est un peu confortable, même si quand on est dedans, je veux dire, on est au charbon quand même. Hein, on n'a pas l'impression qu'on se tourne les pouces, effectivement. C'est un chef-d'œuvre, cette meuf. Toi, tu parles de ma copine, là? On dirait qu'elle sort d'un Botticelli. Oh, je pourrais faire un nu incroyable. Un nu? J'étais très à l'écoute de ce que les techniciens et ce que chacun dans son domaine pouvait apporter, et quand ça venait surtout enrichir le propos du film. Donc il est plus que ce que moi je pouvais imaginer. Il est différent par endroit, il est tout le temps mieux. Par moments, je disais, ah, attends, ce truc-là, j'aurais pu mieux le bosser, mais j'ai souvent tendance, moi, à renvoyer le truc vers moi en disant, ben, ça, c'est que j'avais pas assez mûri peut-être cette idée-là. Elle n'était pas mûre pour être telle qu'elle dans le film, et elle fonctionne différemment, et c'est tant mieux. Ça suffit! Et pipi, la prière et au lit. Ah, Elliot, quelle surprise! Je m'attendais pas à vous trouver là. Non, mais je vais pas rester. Ah, tant mieux. Très bien, pardon. Oh là là, excusez-moi. Quand je regarde mon CV, il n'y a pas très longtemps, je me disais, mais c'est incroyable, le nombre de premiers films que j'ai pu faire. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi j'ai pas fait les deuxièmes? Mais bon, on n'est pas là pour en parler. Non, et à chaque fois, je sais pas si vous vous souvenez de Discount, Louis-Julien Petit, le premier film de Jeanne Herry, enfin voilà. Et donc, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on se remet, quand on est sollicité en tant qu'acteur, dans la même énergie, dans la même désir d'un jeune réalisateur, ou moins jeune, qui va faire son premier film. On sait l'importance que ça a. Dans le temps, on se dit, voilà, donc, et ça rassemble au niveau de l'énergie et au niveau du désir. Un premier film, l'énergie a beaucoup d'enjeux, en fait. Voilà, on est porté par ça, ouais. Voilà. Donc, c'est ça qui rajoute au plaisir qu'on peut avoir de participer au premier film d'un réalisateur, d'une réalisatrice. Et on y met tout ce que l'on peut aussi pour qu'au bout du voyage, il soit très heureux, que nombreux et nombreuses aillent voir le talent de ce jeune réalisateur.